De retour sur le plateau de Dimanche Politique pour le duel. L'information importante, en tout cas principale, qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, c'est bien évidemment la désignation de Paul Roumpouet comme chef de file de l'opposition conformément à la loi. Cette désignation faite par le chef de l'État qui a été diversement appréciée. D'aucuns ont félicité cette nouvelle étape que notre système partisan a franchie. D'aucuns ont vilipendé, si ce n'est méprisé cette nomination. Chacun y allait de son commentaire. Et nous allons parler cette question. Cette nomination sera au cœur de notre duel de ce dimanche 9 mai 2021. Paul Roumpouet, un chef de file de l'opposition. Éric Oundété, des démocrates, a targué cette nouvelle de non-événement. Nous allons revenir sur cette question. Ce sera avec Lukman Tidjani du BR. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis Xavier. Bonjour aux amis téléspectateurs. Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour, chers amis Xavier, et bonjour aux téléspectateurs. Voilà, le duel de ce dimanche 9 mai 2021, c'est parti. Voilà, je vais commencer par vous, Abdoulaye Hamzat. Éric Oundété dit de cette nomination que c'est simplement ni plus ni moins un non-événement. Je parle de la désignation de Paul Roumpouet comme chef de file de l'opposition. Alors, Éric Oundété, il représente les démocrates, le parti Les Démocrates. Donc, il faut analyser cela sous cet aspect déjà parce que si c'est un non-événement pour les démocrates, c'est aussi un non-événement pour une bonne partie de l'opposition. On sait que cette opposition, elle est fragilisée, mais avant d'être fragilisée, elle est divisée aussi. Et il faut noter que la nomination de Paul Roumpouet peut apparaître quelque part comme un non-événement. On pouvait s'y attendre parce que derrière, on sait tous l'existence de cette loi 2019-45 qui statue justement sur le rôle ou plutôt la nomination d'un chef de file de l'opposition. Le problème, c'est que c'est jamais arrivé. La loi existait depuis des lustres, depuis 2002. Je crois qu'il y avait une loi en date du 14 octobre qui justement aussi statuait sur ce rôle qui n'a jamais été un fait dans les réalités béninoise, de la politique béninoise. Alors, Éric Oundété, il est justement dans son rôle, comme je le disais, et une bonne partie de la classe politique rejoint cet avis qui n'est pas du tout minimisant ou réducteur. Non, c'est bien un avis qui peut prendre des proportions d'objectifs surtout parce que l'opposition aujourd'hui représentée par Paul Roumpouet, on pourrait rire jaune parce que Paul Roumpouet, à la base, on sait comment c'est arrivé, on sait comment le processus s'est enclenché au point où, certes, il a certains points à son actif, comme grâce à lui, justement, le parti FCBE a participé au dialogue politique en 2019 et aussi grâce à lui, le parti FCBE a participé à l'élection présidentielle de 2021 et aussi il a obtenu un score plus ou moins honorable avec les 11%, si je ne me Il y a trompe. 16 élus au communal aussi. Il a 16 élus également au communal avec 6 mairies. 6 maires élus. Alors, on peut finir pour dire que l'élection, ou plutôt la nomination de Paul Roumpouet est un non-événement, mais un événement profitable à l'opposition, qui a une opportunité unique de pouvoir se reconstruire. Oui, je dirais que lorsqu'on parcourt l'histoire politique de notre pays, depuis 1990, en passant par les lois sur le statut de l'opposition déjà en 2002, ensuite en 2012 et en 2019, je pense que
qualifier ce fait de non-événement dénote d'un manque de sincérité, d'un manque de responsabilité par rapport au rôle que nous jouons dans la vie politique de notre pays. Ironie Agossa, on parlait de mépris tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je veux pas utiliser des mots forts, c'est pour ça que je parle d'un manque de sincérité, d'un manque de responsabilité de ceux qui le qualifient de non-événement au regard du rôle qui a été le leur dans l'histoire de ce pays, dans la vie politique de ce pays et qui pourrait être aussi le leur dans les années à venir. Je pense que c'est un fait inédit au Bénin qu'un chef de l'État en exercice accepte de signer un décret pour nommer le chef de file de l'opposition. Je connais des acteurs politiques qui, pendant que le général Keiko était au pouvoir, en avaient fait aussi leur cheval de bataille. Ils réclamaient tout le temps qu'une nomination du chef de l'opposition soit faite. J'ai vu en 2006 et 2016 le même discours avait été tenu par des acteurs politiques pour réclamer la nomination d'un chef de file de l'opposition. Que cela se fasse aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons, je pense que les faits sont sacrés. Et il faut vraiment rendre à César ce qui est à César. Je pense que c'est d'abord un fait inédit. C'est un fait qui dénote aussi, comme je l'ai dit, je suis confiant, je fais partie de ceux qui pensent que dans 2 ans ou dans 3 ans, nous allons nous asseoir encore et célébrer la consolidation de notre démocratie. C'est vrai qu'à la faveur des réformes que le régime a entamé depuis 2016, il y a des soubresauts, il y a des inquiétudes, il y a des mécontentements, mais je pense que au fil des années, nous commençons par voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel, l'un des éléments positifs des réformes politiques qui ont été engagées depuis 2016, c'est qu'aujourd'hui nous ayons une opposition connue, une opposition, qu'elle soit parlementaire ou non parlementaire, qu'au sein de cette opposition, nous ayons les chefs de l'opposition et qu'après nous ayons un chef de file de l'opposition. Si à travers ce décret, le président Patrice Talon a accepté désigner le chef de l'opposition, il ne faut pas l'oublier, la loi dit que c'est le chef de l'État qui nomme le chef de l'opposition sur proposition du président de la Sénat. En tenant compte d'un certain nombre d'aspects, nous allons peut-être revenir sur ça dans la loi, mais je pense que c'est un courage aujourd'hui que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a fait. C'est une preuve de courage qui montre aujourd'hui que le président Patrice Talon est ouvert à écouter les critiques. Il est ouvert à écouter, à donner beaucoup plus d'espace à ceux qui, à travers des projets de société, proposeront une alternative dans les normes démocratiques à ce pays. Voilà, si jusqu'à la date d'aujourd'hui, on observe que ce sont seuls les démocrates qui se sont mis en marge de cette nomination. Est-ce qu'on est toujours dans la même stratégie de se scinder un peu, de se particulariser? Est-ce qu'on est parti encore pour cette manière de faire qu'on a connue ces dernières années, qui consiste à aller simplement au blocage à chaque fois? Est-ce que les démocrates ne choisissent pas, en prenant cette position, de se mettre en marge des prochaines échéances qui sont devant nous? Clairement, mais il faut reposer la question sous un autre aspect, parce que je trouve que cette question pose justement pose la question de la légitimité de Paul Hongpè et celui de la légalité de sa nomination. Oui, la légalité, ça ne souffre d'aucun Exactement. problème, parce que c'est une loi. La légitimité, Par encore contre, une fois... La légitimité peut souffrir d'une Non, vous me contestation. permettrez de donner Bien les sûr, faits. Les faits, c'est que c'est le seul parti d'opposition qui a des élus. Et conformément à la loi, il peut pas... Ne faisons pas de fixation sur Paul Hongpè, ça peut être n'importe qui d'autre des FCBE. Le fait est là que les FCBE, la force Coripoint Bénin Émergent, est la seule force politique de l'opposition qui a des élus. Justement, c'est la seule force politique qui a des élus, mais n'oublions pas les contextes parce que les faits sont têtus. Si les démocrates, en leur sein, estiment que c'est un non-événement, c'est que derrière, il y a une certaine frustration. Et cette frustration n'est pas uniquement celle des démocrates, non, parce que l'opposition ne se limite pas qu'aux démocrates, qu'au parti les démocrates ou à leurs membres. Bien évidemment. L'opposition... Enfin, celui qui se dit opposant, celui qui est opposant à la base, peut même ne pas faire partie d'un parti politique. On n'est pas obligé d'être au sein d'un parti politique pour faire partie d'une opposition. Et animer aussi la vie politique, justement, en se clamant en tant qu'opposant, c'est respecter certains principes. Et les démocrates
joue le rôle de l'opposition, la vraie opposition aujourd'hui. Qui dit la vraie opposition? Qui dit qui classifie? Qui dit Alors, qui classifie celui qui fait opposition et fausse opposition Non, ou opposition? vous allez vous en rendre compte avec les dernières interventions médiatiques du gouvernement qui stipulaient qu'il y avait une opposition radicale et une opposition, disons, correcte. Et Paul Nkpé fait partie de cette opposition correcte. Mais quand on prend l'opposition dite radicale, elle n'est pas radicale en vérité. C'est juste parce que l'opposition a des tendances, ou plutôt a des pensées qui sont en clivage avec le gouvernement en place qu'on la traite de radicale. Parce que le mot radical, il est très fort. Aujourd'hui, si on prend les démocrates, ils représentent une idée. L'idée qui défend celle de l'opposition. Le rôle de l'opposition avant tout, c'est celle de renverser le pouvoir en place par les moyens, bien sûr, légaux qui existent. La précision est importante. La précision est vraiment importante. Il faut faire la nuance aussi. Donc, c'est ça le rôle de l'opposition. Le premier objectif de l'opposition, c'est de renverser la tendance par tous les moyens. Avec un Paul Nkpé aujourd'hui, on doit se dire clairement, même si on parle de réforme derrière, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, c'est certes une réforme, une avancée, on ne peut pas le nier, c'est jamais arrivé, c'est à l'actif du gouvernement en place. Mais dans les faits, dans le fond, on ne peut pas être fier de cette nomination. Je le redis, l'opposition a l'occasion unique de faire en sorte que cette nomination puisse être un travail qui peut, à la longue, être un travail collectif. Et ça va être très compliqué. Et vous allez certainement le comprendre. Les premiers mots de Paul Nkpé, c'était surtout d'aller vers les autres opposants. Les opposants qui ne le reconnaissent pas justement même comme étant opposant. C'est de leur tendre la main, de leur tendre la perche pour que le dialogue puisse être entamé déjà à ce niveau. Mais ça risque d'être très compliqué parce que la légitimité est remise en question de façon perpétuelle quand il s'agira de Paul Nkpé en tant qu'opposant. Oui, moi je pense que nous n'allons pas. Je ne suis pas venu pour défendre Paul Nkpé, mais je voudrais d'entrée dire que la loi 2019-45 est claire et dit qu'est considérée en son article 3 constitue l'opposition l'ensemble des partis politiques représentés ou non à l'Assemblée nationale qui soutiennent pour l'essentiel des positions contraires à celles du gouvernement. Cela veut dire que dans la loi, c'est clair, c'est les partis politiques. Aujourd'hui, Paul Nkpé est chef d'un parti politique. Paul Nkpé est chef d'un parti politique, donc il a déjà à ce niveau-là cette légitimité au sein de son parti politique. Je n'ai pas vu au sein du parti politique des gens venir parler de la non-légitimité de Paul Nkpé en tant que chef président des forces Cori-Point Bénin émergents. Deuxième chose, la loi dit qu'il y a des chefs de l'opposition. Les chefs de l'opposition, c'est l'ensemble des chefs de partis politiques. Tout chef de parti politique dont le parti s'est déclaré de l'opposition est un chef de l'opposition, un acteur politique de l'opposition. Mais le chef de file de l'opposition, la loi aussi dit les conditions dans lesquelles le chef de file de l'opposition est déclaré. Donc dans ce climat-là, je ne sais pas, quand vous parlez de légitimité, je ne connais pas d'acteurs politiques, je ne connais pas de chef de parti politique dit de l'opposition qui viendrait aujourd'hui contester. Vraiment? Oui. La preuve, Éric Ngoundé, le seul qui visiblement s'est prononcé aujourd'hui, n'a pas contesté la légitimité de Paul Nkpé. Il estime que c'est un non-événement. Il n'a pas contesté la légitimité du président de FCBE comme chef de file de l'opposition. Parce que de tous les partis politiques qui sont là et qui se réclament de l'opposition aujourd'hui, le seul parti politique qui aujourd'hui a des élus communaux et qui peut se réclamer avoir un avantage sur les autres partis politiques de l'opposition pour avoir en son sein le chef de file de l'opposition, c'est les forces Cori-Point Bénin émergents. Donc les démocrates, les autres partis politiques qui se réclament de l'opposition ne peuvent même pas de façon légitime réclamer avoir un chef de file de l'opposition en leur sein parce que la loi est claire. Sur le plan légal, je ne connais pas de disposition du statut de la loi dont nous parlons 2019-2045, de disposition de cette loi qui n'ait pas été respectée dans le processus de désignation de Paul Nkpé comme chef de file de l'opposition. Je pense que au-delà des déclarations d'humeur, au-delà des frustrations, nous devons, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, les acteurs politiques, en l'occurrence ceux de l'opposition, quel que soit ce qu'ils reprochent au régime, doivent se retrouver autour d'une même table et dire qu'est-ce que nous faisons pour proposer à ce peuple-là une alternative crédible. Parce que les attentes du peuple
les attentes de la population, les attentes de ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance du président Patrice Talon, ce n'est pas les guerres de personnes. Ce n'est pas les discours que nous entendons aujourd'hui. Les attentes de ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance du président Patrice Talon, c'est qu'en face, les gens leur proposent une alternative. C'est qu'en face, qu'ils aient une structure organisée. C'est qu'en face, ils aient une personne qui incarne cette opposition et qui est capable de proposer cette alternative-là. Si au sein de l'opposition, pendant que les autres travaillent, pendant qu'au niveau de la mouvance, l'on travaille à améliorer les conditions de vie de nos populations, l'on travaille à reformer notre pays, sur tous les plans, sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Si pendant ce temps, nous travaillons à cela, et qu'au lieu de s'asseoir au sein de l'opposition pour proposer un autre son de cloche, une autre alternative, les gens continuent à rester dans des clivages de personnes, dans des conflits d'intérêts, dans des conflits d'ego, ils vont se mordre les doigts parce que le peuple va se démarquer davantage de cette opposition. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est une opposition, c'est une opportunité énorme qui est offerte à l'opposition. C'est en ça que je dis que c'est inédit qu'un chef du gouvernement offre cette opportunité à des acteurs d'opposition pour dire voilà le chef de file, asseyez-vous autour de cette personne-là pour proposer pour les 5 années à venir une alternative dans le discours, dans la manière de faire tout en respectant les règles démocratiques. Je pense que c'est une fenêtre politique qui est ouverte à l'opposition et elle devrait saisir cela plutôt que de continuer à rester dans ce discours fleuve. Abdoulaye Hamzat, est-ce que l'opposition n'a pas beaucoup à perdre en se prenant le pied dans le tapis autour des questions de personnes? Vous parlez de quelle opposition? De l'opposition, hein, dans sa diversité. De toute façon, il y a la loi vient de régler un problème, de distribuer les rôles. Maintenant, personne ne réclame à l'opposition de parler d'une même voix. Est-ce que les conflits de personnes ne vont pas encore handicaper l'opposition? Parce que les échéances de 2023, ça arrive très vite. Quand j'évoquais la légitimité, justement, ça allait résoudre justement ce problème. Si cette vous auriez souhaité quoi? Concrètement, qu'est-ce que vous dites? Déjà, il faudrait qu'il y ait une certaine, je ne sais pas, une assise déjà pour rendre légitime Paul Humpé au sein de l'opposition. Une assise de l'opposition? Bien sûr, parce que on va pas raconter ou parler de façon, je ne sais pas, de façon fleuve, sans forcément être objectif. L'objectivité ici, c'est de faire en sorte que Paul Humpé puisse véritablement jouer son rôle pleinement. Oui, non, encore une fois, il faut que je reprécise les faits. Si vous prenez toute l'opposition dans sa diversité, avec tout ce que vous voulez, donc vous pensez vraiment que la force Kori.Bénin émergent avec ses élus laisserait un autre parti ou une autre composante de l'opposition lui passer devant pour ce type est-ce qu'il faut réellement une assise puisque ça se passe de commentaires? C'est le seul parti qui légitimement par rapport à la loi peut se targuer d'être chef de file de l'opposition. Est-ce que ça nécessite encore que les opposants se parlent? C'est pas la faute. C'est pas la faute des FCBE si les démocrates ne sont pas allés aux élections. Mais c'est fondamental pour la cohésion politique au Bénin. Vous savez, on a traversé des périodes très troubles depuis 2019. C'est compliqué sur l'échiquier politique au Bénin. C'est devenu encore plus compliqué après l'élection présidentielle. On ne pourra pas le nier. Donc, je pense que c'est fondamental. Il faut forcément cette cohésion. Il faut que cette cohésion puisse arriver à la base d'un dialogue pour changer les choses, pour faire en sorte que les choses puissent changer. La question de savoir si les FCBE pourraient laisser ou céder la place à un autre parti politique de l'opposition, comme les démocrates, non, je pense que le dialogue politique reste toujours le dialogue politique, le discours politique reste le discours politique, cela ne change pas. Chacun défend ses intérêts, chacun défend sa position. Être parti d'un collectif de l'opposition ne veut pas dire qu'on partage forcément les mêmes idées. Évidemment. Donc, la FCBE aussi est dans son rôle. Les FCBE sont dans leur rôle, justement. Celle de se représenter peut-être pour les élections à venir. Bon, je précise tout à l'heure, parce que c'est devenu la force Kori.Bénin émergent depuis, ce n'est plus... Justement, donc la FCBE, donc, est dans son rôle, le rôle de pouvoir se représenter, de pouvoir consolider les acquis politiques qu'ils ont glanés sur le terrain. Et on ne doit pas oublier que la FCBE n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Elle a été fragilisée, elle a été divisée. L'existence même des démocrates en est la preuve palpable. Donc aujourd'hui,
la FCBE a plus à gagner à se rapprocher de tous les autres. C'est exactement ce que Paul Ngoué dit. C'est ce qu'il cherche, justement. Oui. Mais est-ce que ça va se faire de façon simple? Non, moi je ne le pense pas. Je pense que ça va être plus compliqué. Et je pense que le chef de l'État a mis Paul Ngoué dans une situation compliquée. Parce que, quelque part, il va devoir chercher à resserrer les rangs autour de lui. Quelque part. Et ensuite, il va jouer le rôle de l'opposant. Puisque le rôle de l'opposant... Mais il est opposant. Il est opposant. Oui. Mais il faut jouer son rôle. Oui. Être nommé par décret présidentiel, justement, ça ne vous encourage pas du tout à jouer le rôle de l'opposant politique. C'est compliqué. Ah bon? Oui, mais posons-nous la question si depuis 2002, c'est aujourd'hui que c'est la première fois, effectivement, qu'un chef de file de l'opposition est nommé. C'est parce que le pouvoir central a toujours eu peur d'une image qu'elle peut fabriquer qui pourrait finalement aller contre elle. C'est politique. Est-ce que c'est pas le signe plutôt du courage C'est politique? pour ça que je parle du courage, de l'audace politique du chef de l'État. Il ne s'agit pas d'audace ici. Non. Je vous explique pourquoi il ne s'agit pas d'audace. Il ne s'agit pas d'audace parce qu'aujourd'hui, on a un chef d'État qui est renforcé dans l'exercice de son pouvoir à l'Assemblée nationale. Il a la majorité à 100%, si on peut le dire en griffe. Donc, il a la majorité à l'Assemblée parlementaire. Il a le pouvoir exécutif sous son contrôle. Il a le pouvoir législatif sous son contrôle. Et tous ces faits conjugués ensemble font en sorte que le chef de l'État, il est devenu super puissant. On a un chef d'État super puissant. Mais au-delà de ces faits, le chef de l'État... Je ne parle pas de courage. Au-delà de ça, au-delà de cette super puissance en griffe que je vous concède là, le chef de l'État, le soir de la déclaration de son élection, a dit ceci: je suis prêt à changer ma manière de faire les choses. Je suis prêt à changer la manière de gérer. Et pour changer sa manière de gérer, il faut écouter un son de cloche aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et pour écouter un son de son à l'externe, on ne laisse pas tout le monde taper le tam-tam sans un groupe organisé. Le chef d'État aujourd'hui a été disponible, il est disponible aujourd'hui à écouter un son de cloche. Et je dis, l'opposition non parlementaire aujourd'hui, qui n'est pas présente à l'Assemblée nationale, peut jouer un rôle énorme. Peut jouer un rôle énorme en attirant davantage l'attention du chef de l'État sur un certain nombre de failles dans sa gestion. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que nos amis d'en face nous disent dans notre marche pour améliorer les conditions de vie de nos populations, ce qu'on aurait dû faire s'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons aujourd'hui. Nous attendons que ce son de cloche-là vienne. Et pour cela, il faut un groupe organisé. Je suis d'accord avec vous. Il faut un groupe organisé, mais aujourd'hui, quand vous avez parlé de dialogue, je prends le dialogue en disant qu'au sein de l'opposition, vous souhaitez que vos alliés, vous et vos alliés de l'opposition puissiez vous asseoir et dialoguer entre vous pour déterminer celui qui peut porter le message. Cette proposition a un biais. En ce sens que la première question que je pose, pour vous asseoir au sein de l'opposition, les alliés de l'opposition vont s'asseoir autour de qui? Autour de quel chef de parti politique? Parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui se réclament de l'opposition. Dans les actes constitutifs de plusieurs partis politiques se sont réclamés de l'opposition. S'il devait y avoir un cadre de dialogue au sein des partis qui se réclament autour de l'opposition, ils vont le faire autour de qui? C'est la première chose. La deuxième chose, la loi est claire. La loi ne dit pas il faut aller chercher un kidam, soit-il le meilleur communicant, soit-il celui qui a la possibilité d'haranguer la foule pour le faire de lui le chef de file de l'opposition. Non. La loi est claire en son article 8 et qui dit les conditions dans lesquelles un chef de file de l'opposition serait désigné. Donc, quel que soit le discours politique, quel que soit le dialogue, le consensus, l'assise qu'on aura à faire au niveau de l'opposition, vous ne sortirez pas autre chose que le chef des partis FCBE comme chef de file de l'opposition, parce que sur le plan légal, par rapport aux dispositions de la loi, la personne aujourd'hui qui peut se réclamer, vouloir disposer de ce statut de chef de file de l'opposition, c'est Paul Ngoué. Faire autre chose que cela porterait entorse à la loi. Donc d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, les faits sont là, le décret a été pris par le chef de l'État, il faut consommer cela, il faut qu'au niveau des acteurs de l'opposition, les gens fassent plus preuve de responsabilité, d'ouverture pour pouvoir s'asseoir autour de celui-là et proposer une alternative au peuple. Le peuple a besoin de cette alternative-là. Le peuple a besoin d'une voix pour que au législature de 2023, le peuple montre encore pour dire est-ce que nous acceptons cette alternative. Oui, juste une question, vous allez lui répondre. En quoi le fait que la force Corée Bénin émergent par son secrétaire général exécutif, son secrétaire exécutif national, soit chef de file de l'opposition, empêcherait par exemple que toutes les voix de l'opposition s'expriment
En quoi ça handicape, par exemple, un parti comme, pour ne pas faire de fixation sur les démocrates, un parti comme les démocrates, de s'exprimer normalement, d'appliquer sa stratégie, puisque, étant donné que Paul Hongpin n'est pas devenu un responsable du parti des démocrates compte du fait de sa nomination, chacun garde sa liberté et son autonomie au sein de l'opposition. Justement, chacun garde son autonomie. Mais Paul Hongpin, en tant que chef de file de l'opposition, a institutionnellement, oui, il a un rôle central. Oui. C'est-à-dire, il serait le porte-voix de l'opposition. C'est ce que dit la loi. Oui. Parce que quand on est nommé en tant que chef de file de l'opposition, c'est qu'on est la voix de l'opposition qui est en place. Mais aujourd'hui, sur le terrain, cela ne cadre pas forcément avec la réalité. Puisque vous l'avez estimé, on ne va pas faire de fixation sur les démocrates. Ne faisons pas de fixation. La réalité, c'est pas ce que les gens veulent. La réalité, c'est les résultats sortis des urnes. Tout à l'heure, j'allais revenir sur ce que vous avez dit. Allez-y. J'allais revenir sur ce que vous avez dit. Je n'ose pas croire que vous êtes dans la tête du chef de l'État. Je ne le pense pas. Parce que le machiavélisme politique n'a rien à voir avec le courage dont vous parlez. Le machiavélisme politique, c'est désigner justement son opposant pour justement mieux gouverner. C'est pour qui mieux le machiavel tenir. politique au Bénin? Mais aujourd'hui, vous êtes bien conscient. Qui était aux élections présidentielles de 2016, ont fait le même diagnostic. Nécessité de reformer les acteurs politiques, d'avoir une classe politique où chacun sait le rôle qu'il doit jouer. Et dans ce processus, nous avons dit qu'il fallait revoir la charte des partis politiques. Nous l'avons refait. Nous avons dit qu'il faut revoir le code électoral. Cela a été refait. Nous avons dit qu'il faut revoir la loi portant statut de l'opposition. Ça a été fait. Et dans l'esprit de la loi, nous avons dit qu'il faut un chef de file de l'opposition qui serait désigné selon un certain nombre de critères. Nous sortons de 3 élections. Une élection législative, une élection communale et une élection présidentielle. Je ne suis pas dans le secret, dans la tête du chef de l'État. Mais quand je vous entends vous parler de ruse et de rage, je veux que vous sortez ça de votre tête. C'est une stratégie politique. Je veux que vous sortez ça. Ça n'a aucune connotation péjorative. Non, je dis que je pense que en sciences politiques, la ruse et la rage, c'est vraiment de mise. Oui, au-delà. Je suis de ceux qui pensent que la ruse et la rage dont vous parlez, qui est une stratégie politique, qui est une stratégie politique, mais de la connotation. Elle n'est pas péjorative. De la connotation. Elle n'est pas péjorative. De la connotation, de l'utilisation, de la manipulation que vous en faites, que vos alliés, vos amis de l'opposition en fait. Maintenant vous me collez une étiquette. Non, que vos amis et vos alliés de l'opposition en fait donnent une connotation positive et péjorative. Mais ce que je pense que au lendemain de ces élections, nous devons sortir de ces clichés-là. Et disons-nous aujourd'hui, nous avons fait une marche, nous sortons de 3 élections. Il y a eu des péripéties, il y a eu des difficultés, il y a eu même des douleurs, des gens ont perdu leur vie. Je pense à ceux qui ont perdu leur vie au moment des événements de 2019. Mais je pense aussi qu'au-delà de ça, nous devons nous dire qu'est-ce que nous faisons pour marcher ensemble. Qu'est-ce que nous faisons pour marcher vers le développement de ce pays. C'est de respecter les tests que nous sommes nous-mêmes fixés. Les tests disent qu'il faut un chef de file de l'opposition qui est nommé par le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a nommé un chef de file de l'opposition après avis du président de la Sénat? Oui. Est-ce que les conditions de nomination de ce chef de file de l'opposition, telles que prévues par la loi 2019-45, ont été respectées? Oui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous, au niveau de la mouvance, nous attendons une opposition. Nous attendons que nos amis d'en face viennent avec des propositions, viennent avec des projets de société pour proposer autre chose que ce que nous faisons. Nous attendons que nos amis d'en face nous disent cette route que vous êtes en train de construire à Segmana, les populations, nous en tant qu'opposants, nous pensons qu'on aurait pu faire comme ci, comme ça pour avoir un impact beaucoup plus sur les conditions de vie de l'opposition. Nous ne voulons pas écouter une opposition qui pendant 5 ans va rentrer encore dans des conflits de personnes, dans des conflits d'ego. Nous vous laisserons le temps de construire vos fronts, de construire vos clivages, d'aller au dialogue, d'aller au consensus, mais nous savons aujourd'hui au-delà de tout, tel que la loi le dit, le porte-parole, le chef de file de l'opposition, par rapport aux dispositions que nous avons aujourd'hui, ne peut être que le président ou le secrétaire exécutif national du parti Force Corruption Bénin Émergent. Nous attendons que vous acceptez cela, que ceux qui pensent que c'est un non-événement puissent revenir en de meilleurs sentiments, trouver des solutions autour de ce leader-là pour voir comment est-ce qu'il faut proposer d'autres alternatives, autre chose au peuple. C'est là où le peuple vous attend.
En attendant que vous répondiez, est-ce que, et là on va finir sur cette question de chef de file de l'opposition, est-ce que au final, ce n'est pas la force Kori Point Bénin émergent n'est pas le parti de l'opposition qui a eu la meilleure stratégie? Parce que après le dialogue politique, on s'est moqué d'eux. Quand ils voulaient se présenter aux élections communales, on s'est moqué d'eux. Ils s'en sont sortis avec 6 mairies. Rebelote ensuite, ils ont toujours été méprisés. Ils sont allés au présidentiel bon à mal an. Ils s'en sortent avec 10%. Ils viennent de rafler le titre de chef de file de l'opposition. On est parti jusqu'au moins en 2023 aux élections législatives. Et ils sont installés, ils sont confortés dans leur positionnement. C'est le premier parti de l'opposition, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi qu'on puisse en dire. Est-ce que ceux qui s'obstinent dans la politique de la chaise vide, de l'affrontement et tout ça, ne sont pas perdants au final? Quelque part, ceux qui jouent justement cette politique de la chaise vide sont perdants. On doit le dire. Ils sont perdants. Mais c'est provisoire. Provisoire en attendant de voir à l'horizon ce qui va se tramer. Parce que tout dépendra de ce qui va se passer. Est-ce que Paul Rompé va pouvoir réussir à relever tous les opposants ou constituer un dialogue franc, surtout un dialogue franc autour de la question de l'existence ou du futur de cette opposition. Mais je trouve que la FCBE, comme vous le dites, a été à la base stigmatisée, parfois raillée, pas plus d'un, même pas par la mouvance en question. Parce que au niveau de la bien sûr, la FCBE à la base a été raillée puisque la FCBE est partie d'une fiction, d'une fissure à l'interne d'abord. Et quand un parti se fissure à l'interne, évidemment les autres s'en moquent. Mais aujourd'hui, ils s'en sortent. Et heureusement pour eux, d'ailleurs, ils s'en sortent très bien. Mais la question est dans l'avenir. Est-ce que cela va pouvoir perdurer? C'est la question que je me pose. Si Paul Rompé est effectivement dans ce rôle de chef de file de l'opposition, est-ce qu'il va pouvoir... Et il l'est. Il n'y a pas de question là-dessus. La question se pose, je le disais en début de l'émission. Non, il a été nommé. La question de la légitimité se pose de façon perpétuelle. Ça va se faire tous les jours, tant que cette question ne va pas être résolue, en mettant tout le monde autour d'une table et en sortant un accord. Je ne sais pas, ça peut partir sur la base d'un accord ou je ne sais pas, d'une proposition qui fera en sorte que l'opposition sera d'accord sur cette légitimité. Ça, vous parlez de l'opposition, ça c'est entre... C'est entre les opposants, parce que l'opposition concerne les opposants et personne d'autre. Voilà. Je ne vois pas comment les mouvanciers peuvent d'ailleurs émettre des avis sur la question de l'opposition. Ils n'en savent rien du tout. Être mouvancier et attendre l'opposition, comme le disait mon confrère tout à l'heure, c'est une aberration. La mouvance n'a pas pour rôle d'attendre l'opposition. Pour finir sur ce point, est-ce qu'on est d'accord que quel que soit ce qui peut sortir de quelque conciliabule que ce soit au niveau de l'opposition, ça ne fera pas changer la loi? On ne peut pas le savoir. Je pense que le futur sera déterminé par justement la réactivité de Paul Rompé à pouvoir consolider justement ou à pouvoir faire en sorte que cette opposition puisse véritablement avoir une existence réelle, concrète sur le terrain. Mais ça risque d'être très compliqué, comme je le disais. Oui, je voulais d'abord dire que tous les partis politiques animent la vie politique de notre pays. Et en animant la vie politique, certains se réclament de la mouvance, d'autres se réclament de l'opposition. Nous, en tant que parti politique de la mouvance, pendant que nous sommes en train de diriger, puisque nous savons que votre rôle, c'est d'animer aussi avec nous la vie des partis politiques, nous attendons que vous nous proposiez des alternatives, que vous critiquiez nos actions, que vous nous dites où est-ce que ça va. Donc ce n'est pas de l'aberration. Que des acteurs de la mouvance cherchent à savoir ce qui se passe dans le camp en face. C'est de la stratégie politique. Pour aller dans une guerre politique, il faut connaître son adversaire. Il faut savoir ce qui se passe chez son adversaire. C'est ce que nous faisons. Donc moi, quand je vous dis que nous attendons que l'opposition nous fasse des propositions, l'opposition se prononce sur un certain nombre de sujets qui puissent répondre aux attentes des populations, c'est de votre rôle, c'est de la responsabilité de l'opposition. On ne se déclare pas à partir de l'opposition pour aller s'asseoir. On se déclare à partir de l'opposition pour faire des propositions, pour faire des critiques. Il faut qu'il y ait les conditions. Oui, les conditions sont fixées par la loi. Les conditions, c'est l'espace public c'est l'espace public qui est donné. Les conditions, c'est la liberté d'expression de tous les partis politiques. Aujourd'hui, les acteurs d'opposition ont un espace public. On va réagir. Un autre élément, s'il vous plaît. Oui, juste. Si vous pensez qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition,
la nomination ou la désignation du chef du secrétaire exécutif national de FCBE comme chef de file de l'opposition n'est pas ce que vous aurez souhaité, rendez-vous législatif 2023. Battez vos niveaux au niveau des partis de l'opposition pour bouleverser la tendance. Si d'autres partis arrivent à avoir des députés au Parlement en 2023, on fera alors une autre nomination sur la base de la disposition de cette loi-là. Parce qu'au lendemain des législatives, on peut changer le chef de file de l'opposition. Oui. Pour dire que les démocrates aujourd'hui au Parlement ont 20 députés, ont 30, ont 40 députés. C'est aujourd'hui les démocrates qui peuvent désigner en prenant le chef du parti, le chef de file de l'opposition. Donc la loi a prévu les dispositions. Concentrons-nous sur les dispositions de la loi, les suppositions, les a priori, les discours péjoratifs de stratégie. Vous avez parlé de gouvernance machiavéliste, de ruse et de rage. Sortons de ce carcan, regardons ensemble la vérité. Il y a la loi et son esprit. L'esprit de la loi, c'est l'esprit de la c'est les citoyens qui connaissent l'esprit de la loi qui se battent pour qu'elle soit appliquée. On a fini et non les acteurs politiques. On va sortir il nous reste exactement 2 minutes. On en a fini avec cette question autour de Paul Vunkwe. Je voulais juste que vous réagissiez autour de cette information liée à la Cour des comptes qui est, qu'on le veuille ou non, une autre innovation, parce que c'est une entité qui était souhaitée, attendue depuis des lustres. Aujourd'hui, on voit le bout du tunnel. La présidente de la Cour des comptes a prêté serment cette semaine. Et qu'est-ce que vous en pensez globalement pour cette institution, pour la bonne gouvernance, la transparence au niveau de la gestion des deniers publics, ainsi de suite? Le chef de l'État a insisté là-dessus lors de cette prestation de serment. Lukman Tidjani, Cour des comptes. Oui, je pense que l'une des réclamations des acteurs de la société civile qui s'est intéressée aux questions de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, c'était que le Bénin puisse avoir une Cour des comptes. On est allé plus loin de dire dans les années précédentes que l'un des rares pays dans la sous-région à n'avoir pas une Cour de compte, c'était le Bénin. Et ça justifiait aussi les tentatives qui à divers moments ont été rejetées de révision de la Constitution, parce que dans le préambule on disait oui, il faut avoir une Cour des comptes et pour aller vers cela, il faut aller vers la révision de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons mis en place des réformes. Nous avons aujourd'hui une Cour des comptes, ce qui fait que nous sommes en train d'aller dans la droite ligne des nations qui veulent construire leur développement autour de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité. Je pense qu'il faut féliciter davantage le chef de l'État, féliciter le gouvernement pour cet effort-là et souhaiter, comme cela a été fait, cela a été déjà écrit insuffisamment dans le serment de la présidente de la Cour des comptes, que cela se fasse en toute impartialité, que les rangs que nous occupions dans la lutte contre la corruption, que ces rangs-là puissent être améliorés à travers une Cour des comptes qui soit efficace et qui assume vraiment sa mission. Voilà, merci. Sur cette... Évidemment, cette, je vais dire, nomination de la nouvelle présidente de la Cour des comptes est une très bonne nouvelle, surtout concernant justement la lutte contre la corruption, justement, qui a pris des proportions inquiétantes en Afrique en général, et particulièrement au Bénin, même si depuis 2016 la tendance s'inscrit vers une certaine baisse, même si on ne peut pas avoir la... Vous le reconnaissez. On s'en réjouit alors. Vous le dites difficilement. Non, laissez, il va finir. Il faut s'en réjouir. Oui. Quand les choses marchent, il faut s'en réjouir. Mais je ne suis pas dans cette dynamique. Moi, je suis un communicant. Et mon rôle, avant tout, c'est d'être objectif. L'objectivité part de là, des constats. Donc, depuis 2016, justement, cette courbe s'inverse. Et il faut le reconnaître. C'est salutaire. Espérons, parce que nommer, ça ne suffit pas. Quand j'évoquais la superpuissance du chef de l'État, quand cette superpuissance prend des proportions beaucoup trop importantes, je trouve que parfois les institutions s'en trouvent pénalisées. Aujourd'hui au Bénin, je pense que tous les spécialistes sont d'accord sur le fait que les institutions ont un certain penchant pour l'exécutif. On ne va pas le nier, c'est clair. Donc il faudrait que cette Cour des comptes puisse être impartiale, puisse véritablement jouer son rôle en toute impartialité, et que ce soit mouvancier, que ce soit opposant, que ce soit responsable administratif, peu importe le titre que vous occupez dans ce pays, eh bien, si vous êtes en deçà
de la loi que vous puissiez être frappé. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion pour notre duel de ce dimanche 9 mai 2021. Merci Lukman Tidjani pour nous avoir rejoints ce matin. Merci Abdoulaye Hamzat pour votre participation Merci à vous. à ce duel. Vous allez suivre juste après nous l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Roussa et ses invités.